prochaine, le 6e à minuit vous proposera Comme un torrent, avec Frank Sinatra, Dean Martin et Shirley MacLaine. France Télévisions se mobilise après la catastrophe sans précédent qui a dévasté le sud-est asiatique. Demain, France 3 et ses rédactions vous proposent des éditions spéciales du 12-14, du 19-20 et du Soir 3 consacrées à la solidarité avec les populations sinistrées. Tous ensemble pour une grande journée de soutien avec la Fondation de France. Demain sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Après des débuts chaotiques, les secours aux rescapés du raz-de-marée s'organisent enfin en Asie. Le pont aérien vers la province d'Aceh en Indonésie s'est intensifié depuis 48 heures. Aujourd'hui, 70 pompiers du Gard s'y sont envolés. Dans leur soute, un hôpital militaire autonome. Sur place, l'identification des corps semble ne jamais devoir s'arrêter, un travail de plus en plus difficile à mesure que les jours passent. Des tests ADN sont pratiqués à la chaîne en Thaïlande pour tenter de redonner un nom aux milliers de victimes. Enfin, en France, les vacances de Noël, c'est fini. La saison a été plutôt bonne pour les stations de ski, exemple à Gourette, dans les Pyrénées. Une semaine après la catastrophe en Asie, direction l'Indonésie pour 70 pompiers et personnels de la sécurité civile français. Ils sont partis de l'aéroport d'Istres. Les pompiers du Gard sont les seuls à être équipés d'un hôpital de campagne autonome. Robert Papin. Sur la base militaire d'Istres, un hôpital de campagne en partance pour le nord de l'île de Sumatra. En tout, 31 tonnes de matériel pour une structure exceptionnelle que les pompiers du Gard sont les seuls à posséder en France. C'est un hôpital qui a 60 lits d'hospitalisation, 10 lits de réanimation, un plateau chirurgical avec toutes ses composantes techniques, d'imagerie médicale, de labo. C'est en fait un petit hôpital français monté sous toile de tente. Cet hôpital devrait être opérationnel dès mardi ou mercredi prochain. Il sera installé dans la zone la plus touchée par le raz-de-marée, la région de Banda Aceh. Là-bas, 4 des 5 hôpitaux existants ont été détruits. Il n'y a pratiquement plus aucune structure pour traiter les épidémies et les maladies infectieuses. Il y a un risque de contamination de choléra, bien entendu, avec une maladie qui peut faire énormément de victimes chez les survivants. Et actuellement aussi est enregistré un très grand nombre de pneumonies, de pneumopathies dues à tous les gens qui ont inhalé justement lors du raz-de-marée de l'eau et qui déclenchent des infections pulmonaires gravissimes. 70 pompiers et secouristes de la sécurité civile feront fonctionner cet hôpital de campagne. Une quarantaine de médecins, un chirurgien et une douzaine d'infirmiers. Certains seront confrontés pour la première fois à une grande catastrophe. Ça va être trop dur et préparer psychologiquement, non pas trop. On essaye de s'imaginer, mais voilà, c'est très difficile et de toute façon, je pense qu'on va très vite s'adapter. Il faudra. Les hommes et l'hôpital de campagne seront de retour dans une quinzaine de jours, le temps que les organisations humanitaires internationales arrivent sur place et prennent le relais. À Paris également, une vingtaine de spécialistes des épidémies sont partis ce soir de Roissy à bord d'un avion gouvernemental. On craint en effet que l'eau polluée ne soit à l'origine d'épidémies de dysenterie notamment. À bord 10 tonnes de médicaments et un précieux matériel de purification de l'eau. Direction Colombo. Marina Bertsch, Romuald Rat. Dans ces caisses, des tonnes d'antibiotiques, direction le Sri Lanka. À bord de cet avion, des spécialistes français de l'Institut Pasteur et de la veille sanitaire. Car au Sri Lanka, la population manque de tout. Les suites du tremblement de terre inquiètent les médecins épidémiologistes. C'est maintenant qu'on peut essayer de faire en sorte que les épidémies ne démarrent pas ou démarrent le plus tard possible, ou si elles démarrent, qu'elles soient conduites le plus vite possible. Donc je pense que là, il faut garder une vue qui soit plutôt positive pour protéger ceux qui ne sont pas morts par le premier désastre. Les ONG déjà sur place ont envoyé leur liste de besoins en médicaments. Dans cet avion, les médecins emportent donc de quoi rendre l'eau potable, car c'est là que se situe le plus gros risque pour les populations. La mission, c'est d'apporter de toute urgence, de façon très concrète et pratique, des soins de secours, de première nécessité, des médicaments de base et de quoi traiter l'eau, parce que l'on sait que dans les suites de ces catastrophes, le problème de l'eau potable est vraiment un problème crucial et vital pour les populations les plus exposées. La France est particulièrement réputée pour son savoir-faire en matière d'épidémie et de traitement de l'eau.
Les spécialistes vont mettre leurs connaissances en action dès demain, ainsi que Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Santé, également à bord de cet avion. Autre départ français, celui du porte-hélicoptère La Jeanne d'Arc. 16 médecins sont à bord, de même qu'un bloc opératoire. 5 hélicoptères offriront une aide précieuse sur place dans les zones totalement inaccessibles par la route. Toutes ces mesures visent à renforcer le gigantesque pont aérien qui fonctionne depuis 48 heures vers la province d'Aceh en Indonésie. Sur place, les moyens aériens s'avèrent les plus efficaces et peu à peu la distribution des vivres et de l'aide médicale atteint enfin son objectif. Nora Boubetra. Ils reviennent de loin, de très loin. Jusqu'à hier encore, leur village était inaccessible. L'aide est venue du ciel, des hélicoptères américains. Depuis ce matin, ils font la navette, évacuent les rescapés de la côte ouest de Sumatra, la zone la plus touchée par le séisme. Les blessés sont immédiatement pris en charge. Les premiers secours sont prodigués à même le tarmac. Lorsque nous effectuons des rotations dans les villages retirés, nous emmenons avec nous un interprète. Si nous voyons que des gens ont besoin d'assistance, nous les emmenons à l'aéroport. Là, des organisations internationales les attendent pour leur apporter les soins nécessaires. L'aéroport de Banda Aceh, c'est par ici que tout transite. Ces cartons contiennent des denrées de première nécessité, de l'eau, du riz. Ils seront distribués dans les régions les plus isolées de l'île indonésienne. Selon les Nations Unies, plus d'1 million de personnes à Sumatra dépendent de l'aide extérieure pour survivre. Cette fois, l'acheminement est plus organisé. Pour éviter la cohue, les rescapés sont tenus à bonne distance. La distribution se fait dans le calme. D'immenses régions du rivage ouest de l'île devraient ainsi rester inaccessibles par la route pendant au moins 3 semaines. C'est le cas de Melabo. La ville est l'une des plus proches de l'épicentre du séisme. L'aide arrive au compte-gouttes, distribution de médicaments. Les médecins craignent maintenant les épidémies. Elles pourraient faire autant de morts que les vagues elles-mêmes. Plus de 80 000 personnes ont perdu la vie dans la province d'Aceh. En Thaïlande, le travail d'identification est plus difficile à mesure que les jours passent. Notez que les médecins légistes sur place demandent que les familles des disparus ne fassent pas le déplacement vers l'Asie. Voyez ce reportage à Takuapa de Christophe Nardini et Christophe Hilary. Aux abords des divers temples de Kaolack, la foule est nombreuse. Le mégaphone crache des explications sur les démarches à suivre. Ceux qui sont là ont le regard lourd, posé sur des centaines de photos de cadavres, à la recherche d'un détail qui leur permettrait de reconnaître l'un des leurs. Dès qu'elle le peut, cette femme colle des affichettes avec le sourire de sa petite sœur, Ponpan. Je ne crois pas que je vais retrouver son corps. Son ami la tenait par la main quand la vague est arrivée et il n'a pu la sauver. Si je pose sa photo, c'est pour ma mère. Elle souhaite vraiment qu'on la retrouve. Pour aider ces familles dans cette quête difficile, des bénévoles viennent de partout. Fujiko est japonaise. Avec ses quelques notions de langues étrangères, elle s'est improvisée traductrice. La reconnaissance d'un proche sur photo apparaît pour elle bien compliquée. Oui, je crois, parce que c'est déjà combien de jours? C'est déjà, c'est pas la même comme avant. Il y a des photos, mais c'est pas facile de trouver. À quelques mètres de là, les tests de la dernière chance. Des tests ADN pour ceux qui le souhaitent. Ils se pratiquent sur un bout de trottoir au pied des cercueils vides, entassés derrière le mur de ce temple. Michael arrive spécialement de Londres. Impassible, il se laisse prélever des cheveux et de la salive, en pensant à sa sœur, son beau-frère et son neveu. Je suis perturbé. Je suis très fatigué. Tout ça n'a pas l'air vraiment réel. C'est comme un mauvais rêve. Je ne crois pas à ce qui est en train d'arriver. La journée pour Michael n'est pas finie. L'âme en peine, il repart vers 3 autres temples de la ville et l'hôpital. Comme ce Britannique, beaucoup ont fait le voyage jusqu'ici pour retrouver des membres de leur famille. Ils savent que l'espoir qu'ils soient encore vivants est quasi nul. Résignés, ils souhaitent malgré tout récupérer leurs corps pour les rapatrier et les accompagner chez eux dans leur dernière demeure.
Toujours en Thaïlande, à Khao Lak, la côte servait essentiellement de petits paradis touristiques. Les très nombreux hôtels et résidences avaient les pieds dans l'eau. Ce ne sont plus que des ruines. Ces images aériennes en témoignent. Magali Forestier. Une vision apocalyptique. 800 mètres de côte ravagée, 6000 chambres d'hôtel détruites. Il ne reste plus rien de la cité balnéaire de Khao Lak, réputée paradis pour touristes fortunés avant le 26 décembre. Ces images filmées d'un ULM montrent la puissance du raz-de-marée. En première ligne, plus rien des luxueux bungalows en teck qui faisaient face à la mer. La plupart des établissements étaient en bois, construits de plein pied, ils sont devenus des pièges meurtriers pour des milliers de vacanciers. L'eau s'est engouffrée sur 1 kilomètre à l'intérieur des terres, des villages ravagés, des véhicules projetés, tout comme ce bateau de la marine thaïlandaise. Spectacle de désolation. On ramasse toujours les cadavres. Des centaines de corps alignés, des morgues improvisées. Parmi les 4000 victimes, la moitié sont des touristes. 2500 personnes sont toujours portées disparues, ici à Khao Lak, une des zones les plus touchées de la côte thaïlandaise. Enfin, l'opération spéciale mise en place par les 3 opérateurs de téléphonie mobile continue et fonctionne. Vous pouvez donner très facilement 1 € par SMS en rédigeant le message Asie. Il suffit ensuite de l'envoyer au 80 222 pour la Croix-Rouge, 80 333 pour le Secours populaire et au 80 444 pour le Secours catholique. L'actualité continue dans le reste du monde et au Proche-Orient notamment. Une opération de l'armée israélienne s'est achevée la nuit dernière. Elle a fait 11 tués palestiniens, en majorité des activistes armés. Des incursions dans la bande de Gaza qui répliquaient à des tirs soutenus côté palestinien. Jean-Marc Pitt. Une nouvelle fois, l'armée israélienne a pénétré dans la bande de Gaza. Une cinquantaine de chars a participé à cette incursion dans le secteur de Beit Hanoun, situé dans le nord de l'enclave palestinienne. Quelques heures auparavant prenait fin au cours de la nuit une autre opération militaire israélienne entamée mercredi et qui a frappé Khan Younes, situé au sud de la bande de Gaza. 11 Palestiniens y avaient trouvé la mort, 9 d'entre eux étaient des activistes armés. Israël a justifié ces opérations par la nécessité de faire cesser les tirs de roquettes et d'obus sur les colonies juives implantées autour de la bande de Gaza ou sur des villes israéliennes. Des militants palestiniens masqués ont eux-mêmes tourné ces images d'installations et de tirs de roquettes Qassam qui se sont abattus sur le terminal routier d'Erez, sur le réfectoire d'un kibboutz à Niram et sur la ville israélienne de Sderot que l'on voit sur ces images où elles ont fait un blessé. Des tirs que le chef de l'OLP a lui-même jugés contre-productifs parce qu'ils entraînent des représailles israéliennes. Il a appelé à leur arrêt. Mais Mahmoud Abbas, qui se trouve actuellement à Gaza, faisant campagne pour la présidentielle du 9 janvier prochain, a également accusé l'escalade israélienne d'entraver l'élection palestinienne et de mettre en danger le processus démocratique. À Jérusalem, Ariel Sharon a annoncé